J'ouvre le second débat de ce sens public volontairement décalé de l'actualité du jour, direction l'Espagne pour découvrir le Premier ministre Pedro Sánchez, devenu en quelques mois un symbole de la résistance à Donald Trump. Il refuse d'augmenter ses dépenses militaires, régularise les migrants sans papier, il défend les Palestiniens. Est-il isolé en Europe ou pas? Quel est son bilan économique? Pourquoi a-t-il perdu là ce week-end les élections régionales en Andalousie? Avant d'en débattre, première réponse en images signée Stéphane Duguet. 54 ans, vous l'avez dit, au pouvoir depuis 2018. Il était surnommé le beau gosse de la politique espagnole. J'ai lu ça, Juan José Dorado. Comment vous le définiriez, ce Pedro Sánchez? Alors, je veux prendre une définition qui n'est pas la mienne, c'est Oui. d'un autre journaliste qui disait, en fait, c'est un opportuniste plus qu'un homme politique, dans le sens où effectivement, en 2016, il était à la tête du Parti socialiste espagnol, il a été viré par ses propres conseils fédéral en 2016, il est revenu en 2017 en gagnant des primaires au sein du Parti socialiste, et puis en 2018, effectivement, avec cette motion de censure, il est arrivé au pouvoir, et à partir de là, il s'est dédié de tout ce qu'il avait promis quand il était candidat à la présidence du gouvernement espagnol. Ne espagnol. jamais travailler avec Podemos, donc là c'est une gauche plus radicale, on va dire. Voilà, Podemos est l'équivalent des LFI d'ailleurs. Jean-Luc Mélenchon est allé souvent en Espagne prendre exemple de comment Pablo Iglesias, à la tête de Podemos, avait organisé son parti. Donc il avait dit, Pedro Sánchez, jamais avec Podemos. Voilà, quelques jours avant, il avait dit, jamais avec Podemos, je ne pourrais pas avoir un gouvernement et dormir tranquille si j'avais Podemos à côté. Quelques jours après, motion de censure. Pablo Iglesias, qui est le président de Podemos, est devenu le vice-président premier du gouvernement espagnol. Donc il s'est dédié. Donc c'est un homme d'opportunité parce qu'il n'a pas eu des majorités absolues en 2018 et il n'en a pas eu non plus, effectivement, comme disait Carole Vignac, en 2023, puisqu'il n'a pas gagné les élections. Mais, encore une fois, homme d'opportunité, qui sait regarder ce qui se passe sur les côtés. Il s'est allié avec ceux avec qui il avait dit qu'il ne s'allierait jamais. Est-ce que c'est effectivement lié, Juan José Dorado, au fait que l'économie espagnole est peut-être moins dépendante des États-Unis que d'autres économies européennes? Elle est moins dépendante, mais ça reste quand même, l'interdépendance avec les États-Unis reste quand même assez forte, avec les pourcentages des douanes qui ont été établis avec l'arrivée de Donald Trump. L'Espagne, on a calculé autour de 9 milliards qui étaient les pertes qui allaient subir l'Espagne. Donc ça reste quand même assez important. Mais c'est vrai qu'il y a un autre facteur dont on va parler certainement, c'est aussi la politique intérieure. Donc Carole disait tout à l'heure, pour le non à la guerre, qui en fait c'était la deuxième guerre d'Irak, et effectivement c'est la fameuse photo des chasseurs où Aznar, qui était président à l'époque, était avec Barroso, Tony Blair, etc. aux Azores, et avec George Bush. C'est drôle, regardez cette réaction, Juan, qui nous écrit de Mado. Pedro Sánchez a raison de dire non. Enfin, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il a raison. Il est aussi populaire en Espagne. Mais ce qui est intéressant, c'est cette position, il faut la lire aussi du côté des politiques intérieures. Parce que, oui, c'est ça. Il y a au niveau intérieur, que ce soit des droites ou des gauches, la majorité des Espagnols sont contre la guerre, de la même façon que la majorité des Espagnols, des droites ou des gauches, sont contre ce qui s'est passé dans le conflit palestino-israélien du côté de Gaza. C'est pour ça aussi qu'il profite au niveau intérieur de cette popularité. Alors, à l'extérieur, il a une belle popularité parmi les sociétés civiles. Je ne suis pas sûr qu'en Europe, vous l'avez dit, il est assez isolé diplomatiquement parce que sa position par rapport à l'investissement à l'OTAN met en portefeuille la politique des autres pays qui vont devoir aller expliquer à leurs concitoyens pour que l'Espagne ne fait que 2% quand elle était à 0,9%. Hein, quand le il y a un effort. Non, mais je veux dire 2, donc effectivement. Voilà. Ah ben oui, mais bon, dites ça aux Polonais qui sont à plus de 5%. Voilà, donc c'est compliqué. Certes, la géographie nous parle, hein, ils sont un petit peu plus près de là. Et puis le positionnement espagnol par rapport au conflit israélo-palestinien, mais aussi en portefeuille un certain nombre de pays, en commençant par la France, par exemple, donc qui vont devoir, la société civile dit, mais regardez les Espagnols, comme il est capable de faire ceci ou cela. Et donc, diplomatiquement, il est assez isolé en Europe. Hein. Ça, c'est une réalité aussi. Alors, je suis un peu têtu, donc je repose ma question, Juan José Dorado. Est-ce que c'est pas un cadeau fait par Pedro Sánchez à
l'extrême droite ou même la droite. On voit qu'il y a localement des accords, si j'ai bien compris, hein, entre la droite et Vox, notamment sur ces questions de politique migratoire. Alors, je crois entendre les mots de priorité nationale prononcés dans certaines régions. C'est un cadeau ce relatif. Quand il arrive en 2018, l'extrême droite représente autour de 25% du Parlement espagnol. En 2023, où il ne gagne pas les élections, puisque c'est le Parti populaire, l'extrême droite tombe à 15%. Donc, ce qui est ce que vaut aujourd'hui. Ce week-end, hier, il y a eu des élections en Andalousie. L'extrême droite, qui a récupéré un député de plus en Andalousie, ne pèse que 14%. Donc, oui, mais le parti de Pedro Sanchez a perdu des sièges. Tout à fait, tout à fait. Mais donc, ça ne fait pas vraiment monter l'extrême droite, puisqu'elle est autour de 14-15% quand elle a été à 25% en Espagne. Donc ça, c'est la première des choses. Par contre, effectivement, avec cette politique, déjà, il était obligé de l'appliquer parce qu'il y avait aussi un gouvernement de coalition avec la gauche radicale qui demandait la régularisation de son papier. Deux, il faut savoir aussi que il y a autour de 850 000 immigrés illégaux en Espagne, on calcule. Donc on va régulariser 500 000, mais l'Espagne, depuis qu'il est là, a déjà régularisé 500 000 étrangers. Donc on va être autour d'1 million. Et politiquement, c'est pas si mauvais que ça. Parce que celui qui s'installe en Espagne va pouvoir demander au bout des 2 ans la nationalité espagnole. Et donc, politiquement, il peut s'assurer que dans 2 ans, beaucoup d'immigrés qui ont été régularisés et qui ont demandé la nationalité espagnole vont pouvoir aller voter. À ça, je veux rajouter que vous savez, l'Espagne, il y a la loi des mémoires démocratiques qui vient de recevoir 2 500 000 demandes de nationalité. Des gens qui sont à l'étranger, notamment en Amérique latine. Tous ces gens-là vont aussi pouvoir voter et vont pouvoir aussi venir en Espagne et en Europe, ça c'est autre chose. Mais la réalité, c'est que politiquement, ils gagnent avec tout ça. C'est ça, c'était la question que j'allais vous poser. Ils viennent essentiellement du continent sud-américain ? Oui, 90% de ceux qui vont être régularisés, ce sont des latino-américains. Ce qui nous différencie par rapport à l'Italie, parce que l'Italie va faire venir essentiellement des gens de l'Afrique du Nord. C'est l'idée. Donc nous, c'est des latino-américains qui sont déjà installés et qui travaillent pour la plupart. Donc on va faire émerger cette économie souterraine qui existait. Et donc non, ils peuvent venir en Europe, mais ce qu'on va lui donner en Espagne, c'est un titre de séjour et de travail d'1 an. Tout d'abord, c'est 1 an. Donc, ils vont pouvoir venir effectivement en tant que touristes, pas plus de 90 jours par an. Mais vous comprenez bien, et c'est là où M. Retailleau, je crois qu'il est allé loin, un latino-américain, 90% des gens qui vont être régularisés quand même, qui travaillent en Espagne, ne va pas s'embêter à avoir ses papiers et partir en courant en France, dans un pays où c'est très compliqué de travailler, où ils ne parlent pas la langue pour la grande majorité. Donc non, la plupart vont rester en Espagne parce qu'ils sont déjà en Espagne, on ne les fait pas venir. Pardon, je vais mettre les pieds dans le plat. Ça veut dire qu'il y a un refus d'une immigration plus musulmane, plus nord-africaine Non, mais j'irai pas jusque-là. C'est ce que moi j'entends. Non, parce qu'il faut savoir que la population la plus importante en Espagne aujourd'hui, ce sont les Marocains, à peu près 1 million. D'accord. Donc déjà, ce n'est pas une question des nationalités. Tout simplement, c'est vrai que les différentes crises qui ont été vécues en Amérique latine ont fait de l'Espagne le pays des destinations. Voilà. Ces dernières années, avec Nicolas Maduro au Venezuela, il y a eu des centaines, des milliers de Vénézuéliens qui sont arrivés en Espagne. Et donc, la même chose des Colombiens et des Péruviens. Donc, résultat, effectivement, ce n'est pas qu'on ne veut pas des autres cultures, parce que déjà, il y a 1 million de Marocains qui sont installés en Espagne, de la même façon qu'il y a plusieurs centaines de milliers des Roumains qui se sont installés en Espagne ces 15-20 dernières années. Avec aussi, j'ai lu ça en préparant l'émission Juan José Dorado, beaucoup d'embauches dans la fonction publique. Alors, énormément, ce qui n'est pas absurde d'ailleurs de la part d'un gouvernement de gauche, mais c'est plus de 660 000 personnes tout à fait. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, c'est ça ? Et à peu près 250 000 qui vont sortir, qui vont être embauchés dans les prochains mois. Ouais. N'oublions pas que 2027, c'est l'année électorale, les législatifs en Espagne pour Pedro Sanchez, donc la fonction publique espagnole est pléthore. Et puis on a la territoriale avec le gouvernement autonome. Donc effectivement, ça, c'est politiquement très intéressant pour
pour Pedro Sánchez. Effectivement, il y a les chiffres macroéconomiques. N'oublions pas que l'Espagne reste quand même les pays où le chômage des jeunes est le plus haut de l'Union européenne. Le pays le plus haut au niveau du chômage des jeunes et aussi pour le chômage des femmes. Et donc, on n'est pas les derniers au niveau du chômage parce qu'il y avait la Finlande qui vient de nous ravir la dernière place. Ouais. Mais il y a des chiffres macroéconomiques qui sont très compliqués pour l'Espagne. Le problème du logement en Espagne est énormément compliqué. Il n'y a pas de logement en Espagne parce que c'est très cher. Aujourd'hui, nous, on dit qu'en Espagne, il y a à peu près 2 millions de tanguis. Je me rappelle au film français, parce que des gens qui restent chez ses parents jusqu'à 30, 32, 33, 34 ans, parce qu'ils sont incapables aujourd'hui de payer un loyer ou de payer un appartement. Donc l'Espagne, effectivement, a des chiffres très intéressants de macroéconomie, mais la vie de tous les jours reste quand même assez compliquée pour énormément d'Espagnols. Avec une capacité à s'allier, à trouver de nouveaux alliés. Juan Eduardo, avec quand même, Anne-Charlène nous l'a dit, il a quoi? Il n'a pas de majorité au Parlement. Non, il n'a pas de majorité au Parlement. Gouverne, parce que là, par exemple, sur l'immigration, c'est un décret. C'est un décret, donc, parce que depuis qu'il est arrivé en 2023, il n'a pas présenté des budgets. Il n'y a pas des budgets en Espagne depuis 2023. Et celui de 2023, on peut s'en sortir sans budget. Celui de 2023 a été fait avec les chiffres de 2022. Ouais. Donc, imaginez le décalage. Donc, il marche par décret, mais c'est un gouvernement de coalition qui n'a pas de majorité. Il est tenu justement à la gauche radicale qui soutient ce gouvernement, mais pas que la gauche radicale, puisque vous savez les indépendantistes catalans, les indépendantistes basques, les nationalistes catalans, les nationalistes basques. Donc en fait, c'est vraiment un multipote de partis, des tendances complètement différentes, dont le seul objet est de le faire tenir parce qu'il récupère à chaque fois des avantages tels M. Puigdemont, avec qui il négocie justement pour continuer au gouvernement. Ouais. Donc il y a sa femme qui va s'asseoir dans les bancs des accusés dans quelques semaines. Il y a son frère qui va le faire à la fin du mois, parce qu'il est accusé de corruption aussi. Il y a les deux bras droits du Parti socialiste nommé par lui, qui l'un a été jugé et l'autre va l'être dans les prochaines semaines. Donc la corruption est vraiment autour de lui, de plus proche de lui. Ça rend les prochaines législatives potentiellement passionnantes. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à bientôt sur notre antenne, à bientôt sur Public Sénat.